Najat Vallaud-Belkacem, qui parle à la fois des langues anciennes, à la fois des classes bilingues, des programmes d'histoire, de l'interdisciplinarité ou encore de l'autonomie des établissements. Ah mais je veux dire un mot parce que c'est réellement un problème économique. C'est un problème économique bien évidemment par l'output du système éducatif, c'est-à-dire amener des jeunes formés aptes sur le marché du travail, cela va de soi. C'est aussi un problème évident de justice sociale, dans la mesure où on ne peut pas laisser ces gueules cassées de l'éducation nationale arriver en nombre aussi important chaque année. Et donc, on est tous d'accord sur le constat, ce qui est une bonne chose. Pour faire bouger l'éducation nationale, il faut la faire bouger en termes d'efficacité, il faut la faire bouger en termes de justice sociale. Le remède, on le connaît depuis toujours. Vous allez nous le rappeler quand même, le remède que vous connaissez. Je me souviens du rapport qu'avait demandé François Mitterrand au début de son premier quinquennat, début des années 80, au Collège de France, qui avait fait un rapport absolument splendide, qui consistait à dire il faut que le système éducatif sache s'adapter à la diversité des élèves, s'adapte à des temps nouveaux. Un seul remède, l'autonomie. Voilà. C'est il y a plus de 30 ans. Rien n'a été fait, ou pratiquement rien, en matière d'autonomie. Nous avons une jeune ministre qui a ses maladresses, bien sûr, la réforme elle n'est pas toujours habile, mais qui, sur le fond, dit moi ce que je voudrais faire c'est un petit pas, tout petit, je préférerais qu'on fasse une grande enjambée pour rattraper le temps perdu, mais on va faire un petit pas en matière d'autonomie, allez, 20% de liberté pédagogique dans le système. Moi j'applaudis. Je dis, là encore c'est un peu comme la loi Macron. Il faudrait que la droite ait l'intelligence d'accompagner cela, puis peut-être de rectifier les frontières sur le latin, les trucs comme ça. Enfin, c'est relativement secondaire par rapport à cet enjeu essentiel qui est l'autonomie. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce que c'est que l'éducation nationale? C'est une énorme armée gouverné par tous les jours des tonnes de directives qui tombent sur un pauvre enseignant. Et managé largement par les dans syndicats. sa classe, qui est un petit artisan, qui est un auto-entrepreneur. Et qui est un type formidable quand on réfléchit. Pas tous, bien sûr. Mais il y a énormément de créativité chez les enseignants. Il y a une capacité d'entreprendre, de faire une meilleure pédagogie. Il y a le goût de faire une meilleure pédagogie. Enfin, c'est quand même ça la vocation d'être enseignant. Pas chez tous. Mais il y a suffisamment d'enseignants qui ont envie de bouger pour jouer, franchement, la carte du changement par le bas, par l'enseignant, en lui donnant tous les outils de la créativité, notamment les formidables outils numériques qui permettent de mettre les enseignants en réseau et de pratiquer des échanges pédagogiques d'un système dirigé par l'essai et par l'erreur. Et c'est comme ça, par le bas, en libérant la créativité des enseignants, qu'on fera bouger l'éducation. Alors moi j'applaudis à ça, je dis bravo, il faut aller plus loin. Alors bien sûr, je préférerais que l'on fasse, mais c'est une proposition qui a été faite à Najat Vallaud-Belkacem, j'espère qu'elle va l'accepter, mais c'est qu'on fasse dans les endroits où on a vraiment besoin. Ces écoles ghetto, ces collèges ghetto qui existent, qui sont les trucs de la relégation, c'est inadmissible. Qu'on laisse faire les bons enseignants motivés, qu'on leur donne un statut de pleine autonomie, ou très large autonomie, qu'on aille encore plus loin, à titre expérimental, juste pour voir. Mais franchement, on introduit à l'intérieur du système éducatif quelque chose qui peut faire bouger l'éducation nationale. Moi j'applaudis et je dis il faut aller à l'essentiel et savoir passer sur le reste. En tant qu'enseignant, vous êtes du même avis, Jean-Marc Daniel? Non, je serais quand même moins enthousiaste parce que je pense que le système est arrivé à un système de blocage, qu'il est en train de... Le système du collège, on parle, oui. là, parce que vous êtes dans l'enseignement supérieur. Absolument. Non, mais il est arrivé à une situation où un peu il fonctionne plus qu'en assignat, c'est-à-dire il gère des mots, il fait des promesses, mais il ne les tient pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le système gère des assignats? C'est-à-dire qu'il dit aux gens, vous allez avoir à la sortie des savoirs, des diplômes, une reconnaissance, et à la sortie... C'est la promesse républicaine d'une école, du collège unique, j'ai envie de dire. Voilà, et donc cette promesse qui était... Les assignats, c'était on vous promettez, vous prenez, et à la fin... Vous ne serez jamais payé. Vous aurez une abbaye dans le Rouergue, vous aurez ci, vous aurez ça. Là, il n'y avait rien derrière. Là, de même, on vous promet que vous allez avoir, encore une fois, un savoir, une reconnaissance, que le système va vous permettre de vous insérer dans la vie. Tout ça ne correspond pas à la réalité. C'est du flan, quoi. C'est du flan, et donc vous avez une forme de désespérance qui s'installe avec deux types de réactions. Une réaction qui consiste à
augmenter encore les promesses, tout en niant et tout en mentant sur la réalité, c'est-à-dire on supprime toute forme d'exigence, on distribue, on dit de toute façon vous finirez par avoir qui le bac, qui le brevet, qui ceci, qui cela. Et le deuxième élément, c'est que vous avez en face des enseignants qui sont dans une situation de désarroi, qui sont en pure ludite, c'est-à-dire ils résistent contre toute forme de réforme. Ils disent écoutez, tout ça, ça remet en cause le service public, ils se réfugient là aussi derrière une posture idéologique. Et je pense que la sortie, c'est pas cette espèce de mécanisme où on dit on va être de moins en moins exigeant, de moins en moins porteur de... Mais qui dit ça? Terminé, Jean-Marc, terminé. Donc, effectivement, l'égalitarisme à tout prix. Voilà, l'égalitarisme. On a baissé le niveau des diplômes, faute de monter le niveau des élèves depuis Exactement. des années. Avec cette vision dans laquelle la vie d'un individu s'organise exclusivement par son résultat scolaire. Quand on dit qu'il y a 150 000 personnes qui sortent du système scolaire sans diplôme, l'enjeu c'est pas de savoir s'ils sortent sans diplôme, l'enjeu c'est de savoir quel est le rapport à la vie qu'ils ont à la sortie du système scolaire. Est-ce que l'objectif c'est de vous donner un diplôme ou est-ce que l'objectif c'est de vous donner une capacité à vous insérer sur le tissu social? Alors, deuxième réponse. Bon, une capacité A. Une capacité Et encore faut-il réussir à avoir quand même 100% de ceux qui ont suivi un enseignement scolaire cohérent, avoir une maîtrise de la lecture et de l'écriture. Voilà, il y a des fondamentaux. Parce que là, vous me décrivez un monde fini, Jean-Marc Daniel. Oui. Vous me décrivez un monde fini, qui est très très loin de l'optimisme d'Alain Madelin sur le fait qu'on va s'en sortir. En revanche, là où je le rejoindrai, c'est que je pense qu'il y a maintenant des nouvelles technologies qui permettent de faire exploser ce système qui est complètement replié sur lui-même, mais que, encore une fois, ces nouvelles technologies, elles se heurtent dans un monde enseignant. Alors, chaque individu a ses qualités, il y a des gens de grande qualité, effectivement, dans l'enseignement, mais il y a quand même un état d'esprit ambiant de ludite. Encore une fois, on résiste, on refuse la réforme. Et dans cet esprit de ludite, la seule façon de s'en sortir, c'est pas donner davantage d'autonomie, c'est d'engager véritablement une privatisation de l'éducation nationale, de faire exploser le système. De Gaulle disait c'est comme l'armée rouge est morte de son incapacité. Je pense que le système est en train de mourir. Donc je pense qu'il faut aborder les choses. Jean-Marc Daniel, pour privatiser une entreprise d'1 400 000 personnes. Mais ça a déjà commencé dans un certain nombre de pays. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni avec... Oui, il y a eu 4000 free schools sous le mandat, effectivement, de David Cameron, le premier mandat. Il y a un certain nombre de gens, de commentateurs. C'est pas de la privatisation. Hein. Oui, enfin, c'est de la capacité à... Jean-Marc, si tu permets, François Hollande visite aujourd'hui une SCOP. En réalité, c'est la logique de la SCOP qui est une logique libérale. Et qui est une logique qui est tout à fait acceptable pour les enseignants. Moi, j'en ai souvent parlé avec eux. La logique mutualiste, la logique de la SCOP, etc. C'est un petit peu ce que je suis en train de dire. Je dis pas que Jean-Marc Daniel a tort sur le diagnostic global, mais 10% d'enseignants créatifs, vous faites bouger l'éducation nationale. Vous, par essai et par erreur, vous fabriquez des trucs qui marchent. Vous transformez. Il faut faire des start-up à l'intérieur du système. Oui. Lui, Jean-Marc Goudé, il faut en faire aussi à l'extérieur. Oui, il faut en faire à l'extérieur. Il faut en faire à l'intérieur. Oui, mais les free schools vont devenir des écoles de haut niveau, et les écoles ghetto que décrit Alain Madelin, elles resteront telles quelles, elles resteront... Non. Il y a des tas de gens qui sont motivés, moi-même d'ailleurs, pour aller, si demain j'avais la possibilité, je ferais un partenariat avec une équipe d'enseignants motivés, je les connais d'ailleurs, et on irait faire une école en Seine-Saint-Denis, dans un endroit absolument abominable, on dirait, cette école ghetto, on s'en charge, on prend le relais. Et puis on verra, si ça marche pas, on arrêtera. Mais donnez-moi la chance de donner une chance aux enfants. Non, mais ce que je trouve intéressant pour conclure là-dessus... Il faudra du temps quand même pour passer d'un système qui est quand même très très largement public. C'est pour ça qu'il est regrettable qu'on n'ait pas commencé il y a 30 ans. Parce que c'est quand même l'objet d'une vie, ce que vous me décrivez, Jean-Marc Daniel. L'école ne va pas devenir free school semi-privée en l'espace d'un quinquennat, on est bien d'accord. Ça peut aller... Non, je pense que ça peut aller très vite. Regardez encore une fois ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous a beaucoup expliqué sur différents plateaux que les travaillistes allaient gagner parce qu'ils avaient derrière eux le monde de l'enseignement qui était en train de remettre en cause les free schools, que Cameron et en nous disant en plus... Or, on montrait d'ailleurs dans un certain nombre de commentaires en disant mais les free schools qui réussissent le mieux, c'est les free schools organisés par les Pakistanais ou les Indiens avec le caractère un peu confessionnel qu'il y a derrière tout ça, et ça la population britannique va le rejeter. Pas du tout. La population britannique, quand on regarde les sondages sortis des unes, ce qu'elle met en avant, c'est la réforme de l'éducation. Ce qu'elle met en avant, c'est le fait qu'on a permis à cette communauté pakistanaise d'exprimer toutes ses potentialités en s'organisant et en produisant les charter schools aux États-Unis sont soutenus par les communautés. Pour être très concret et pour clore ce sujet, parce que on va faire toute l'heure dessus, mais c'est passionnant. Quelle serait la première décision politique qui ouvrirait la voie à ce que vous me décrivez?
Qu'est-ce que je décide? Un statut d'établissement autonome et la possibilité d'opting pour une équipe enseignante, un directeur d'établissement, etc., de choisir ce statut avec, en réalité, évaluation des résultats et liberté des moyens. Et à ce moment-là, liberté des moyens. Et à ce moment-là, ces gens sont financés par qui et payés par qui? L'État. C'est pas un problème. Donc ils restent payés par l'État. Oui, ils restent des fonctionnaires. Alors, grosso modo, la technique, elle est simple. Vous pouvez faire le Ça m'intéresse toujours la technique, le mode d'emploi. Ok, vous pouvez faire le chèque scolaire à la Scandinave, etc. Mais vous pouvez faire un financement proportionnel au nombre d'élèves accueillis. Et si je fais un financement proportionnel au nombre d'élèves accueillis, une liberté de l'offre et une liberté de la demande, je crée une économie de l'éducation. Ça me fascine. Qui est assez dans l'esprit de Jean-Marc Daniel, tout en l'ayant adapté à la spécificité de l'éducation publique française. C'est ça, là, le mode d'emploi, Jean-Marc? Oui, le mode d'emploi, c'est effectivement de dire, encore une fois, comme au Royaume-Uni, sans vouloir tout focaliser là-dessus, c'est-à-dire, toute nouvelle école maintenant sera en free school, on laisse la possibilité à des associations de parents d'élèves de demander que l'école ou le lycée dans lequel ils envoient leurs enfants devienne une free school, ce qu'ils appellent une académie, au Royaume-Uni, et puis on laisse la liberté de rémunération des enseignants. Maintenant, au Royaume-Uni, vous avez des contrats où les enseignants sont rémunérés sur la base des résultats aux examens. Alors au moment où justement on est en train d'évoquer une volte-face absolument astronomique de ce qu'est l'éducation nationale d'aujourd'hui, Jean-Louis Mulenbach, il nous reste 3 minutes, mais l'État revient à la charge sur la mise sous perfusion d'une certaine manière de l'industrie. Dans le climat, dans le message envoyé par Emmanuel Macron hier, c'est absolument révolutionnaire parce qu'il casse totalement les idées reçues et les lieux communs sur globalement les Chinois piquent nos emplois. Mais est-ce que c'est le rôle de l'État aujourd'hui d'intervenir au travers des 10 plans industriels et des quelques 5 milliards d'euros qui pourraient être mobilisés à la fois par BPI-France et parce que Montebourg avait lancé en septembre 2013 sous forme de prêts, d'avances remboursables ou d'incitations fiscales? Est-ce que là vous vous dites que c'est un progrès ce qui s'est passé hier? Je crois pour moi, en tout cas, il y a deux choses. Je peux me tromper. Il y a d'une part, croire que l'État peut mener la politique industrielle, qui est 34, c'est mieux qu'il y en ait 9 que, je crois que c'est 9. Oui, c'est 9. Oui. Que 34. Oui, mais bon, moi je suis, on est toujours dans le colbertisme français. Et quand on voit à quelle vitesse, Nicolas, le monde évolue, comment les petits, les moyens s'adaptent, les grands. Et, donc vous n'y croyez pas? Donc moi je n'y crois pas. Si vous voulez, j'ai participé moi à des groupes de travail et tout. Intellectuellement, c'est très très bien, etc. On discute entre gens de bonne compagnie, etc. Mais ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent. Par contre, deuxième point, quand le ministre commence à reconnaître que la fiscalité crée la délocalisation, etc. Ça, je crois que c'est important. Si vous voulez. On est à une phase là de modeste reprise, mais on voit qu'il n'y a pas encore d'optimisme si vous voulez, à moyen terme. Le fait d'avoir un discours différent, même s'il n'y a pas encore des actes derrière, même si la loi Macron est limitée, le fait qu'un ministre des Finances commence à dire on ne peut pas continuer comme ça, etc. Je crois que dans l'esprit, parce que pour que la contagion, si on veut que l'investissement suive, il faut qu'il y ait un minimum d'optimisme, il faut que les patrons y croient. Si on continue à les taxer, parce que pour moi il y a deux problèmes, je l'ai toujours dit ici, il y a un problème de marge, moi je suis un comptable, il y a un problème de marge, un EBE sur valeur ajoutée, catastrophique, moins de 30%, on a 36% en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas assez, premier point. Parce qu'on taxe trop, deuxième point. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Plutôt que des politiques industrielles conduites par l'État, où on va se planter, on va investir des milliards. Oui, mais vous reconnaissez le changement de discours d'Emmanuel Macron qui effectivement brise l'omerta sur le lien qu'il y a entre la désincitation fiscale et l'incitation à s'expatrier ou se délocaliser. Le changement de discours du ministre de l'économie sur ne ratons pas le train des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences cognitives, technologie de l'information, soyons dans le move du truc parce que quand ça nous aura échappé, on ne pourra pas rattraper le retard et effectivement on passe notre vie à se désespérer de l'absence d'un Google français. Est-ce que là finalement, au moins dans la prise de position... Je ne crois pas qu'un Google naîtra de l'État, vous savez, même aux États-Unis ça ne vient pas de l'État. Oui, mais regardez, les acteurs qui ont été mis en relation au travers de ces plans industriels disent finalement on s'est mis à se parler alors qu'on ne le faisait pas et ça peut créer de la transversalité entre différents acteurs. Alors, je sais pas, Jean-Louis, un Google peut commencer dans un garage. Est-ce que je me leurre et commencer un boulot dans un garage, bonjour l'inspecteur du travail en France. Hein. Bon, on va marquer une pause. On va revenir sur l'histoire de la délocalisation. Ce que vient de dire Alain, c'est fondamental. Allez-y alors. Mais quand on voit les prud'hommes, si vous voulez, l'inspection du travail, comment c'est ressenti par des gars qui créent des start-up, etc., qui se développent à toute allure et qui se disent mais merde, j'ai 30 personnes, il vaut mieux que j'aille les mettre ailleurs qu'en France si je veux continuer à me développer. L'inspection du travail, Jean-Marc Daniel.
On a les tribunaux qui sont là pour juger les défauts. Oui, enfin, l'inspection du travail est une institution d'ailleurs qui n'existe pas dans tous les pays. Et on peut avoir une mode d'organisation et de référencement vis-à-vis effectivement des engagements que doit prendre une entreprise, autre que par l'inspection du travail. Donc je pense qu'il y a une réflexion à faire. Je pense effectivement que l'essentiel avait été dit par Manuel Valls à l'Université d'été du MEDEF, c'est que si on veut lutter contre le chômage, il faut qu'il y ait des employeurs, parce que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. On va dire un mot quand même du rôle d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il se trompe et est-ce qu'il perd de l'argent ou est-ce qu'il est malgré tout dans son rôle, et notamment un rôle déjà purement pédagogique d'expliquer que ce n'est pas forcément la Chine et la mondialisation qui nous ont conduits là où nous en sommes. À tout de suite.